Ma famille m'a tourné le dos quand j'étais au chômage. 12 ans plus tard, ils sont entrés et ont dit, tu n'as pas de famille, on va prendre la maison. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai appelé le 911. J'ai ouvert ma porte et je suis tombé sur ma famille, dont je n'avais plus de nouvelles, qui se tenait là après 12 ans de silence. Mon frère Damien affichait un sourire narquois tandis que ma sœur Amandine croisait les bras. Tu n'as pas de famille, a dit froidement mon père. Nous allons prendre la maison. Derrière eux se tenait un agent immobilier, des papiers à la main. J'ai senti mon cœur s'emballer alors que les souvenirs de leur abandon refaisaient surface, quand j'avais tout perdu pendant la crise et qu'ils m'avaient tourné le dos. Sans un mot, j'ai attrapé mon téléphone et composé le 17, à la surprise de tous. La famille était tout pour moi, autrefois. Ayant grandi dans notre quartier de classe moyenne à Lyon, je nous croyais indestructibles. Mon père, Guillaume, dirigeait une entreprise de construction modestement prospère, et nous vivions confortablement dans une belle maison bourgeoise avec une galerie couverte où nous nous réunissions pour les déjeuners du dimanche. Ma mère était décédée quand j'étais à l'université. Un cancer du sein l'avait emporté bien trop vite. Mais mon père, mon frère Damien et ma sœur Amandine étaient restés proches, du moins c'est ce que je croyais. À 32 ans, j'avais bâti ce que je considérais comme une vie solide. Après avoir obtenu mon diplôme en marketing, j'avais gravi les échelons chez Technavenir, une société de logiciels en pleine croissance. Mon bureau d'angle donnait sur la Saône et mon équipe me respectait. Je payais mon crédit immobilier à temps, je cotisais à mon plan d'épargne retraite, et je parvenais même à prendre des vacances dans des endroits comme la Corse et les gorges du Verdon. J'étais la première de notre famille à gagner un salaire à 6 chiffres, ce que mon père mentionnait fréquemment lors des réunions de famille, la voix gonflée de fierté. C'est notre Juliette, disait-il en trinquant. L'intelligente de la famille. Puis 2010 est arrivé. La crise a durement frappé notre secteur et des rumeurs de licenciements circulaient dans les couloirs élégants de Technavenir. Malgré mes semaines de 80 heures et l'acquisition de 2 clients majeurs, mon poste a été supprimé lors de la 3e vague de coupe. Je me souviens encore du visage de ma patronne, Marthe, sincèrement peinée en m'annonçant la nouvelle. « Tu n'as rien fait de mal », a-t-elle dit en faisant glisser le dossier de départ sur son bureau. Nous supprimons toute la division. Au début, je n'étais pas inquiète. J'avais des économies, de bonnes références et des compétences recherchées. Je trouverais quelque chose rapidement, pensais-je. Ma famille me soutiendrait dans ce revers temporaire. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lors de notre dîner de famille mensuel chez mon père. J'étais au chômage depuis 6 semaines et les emails de rejet constants commençaient à miner ma confiance. J'avais besoin d'encouragement, peut-être de quelques contacts professionnels. Toujours pas de travail, a demandé Damien en se servant une grosse portion de purée. Mon frère avait suivi mon père dans la construction, travaillant comme son bras droit. Pas même un entretien. Le marché est difficile en ce moment, ai-je expliqué. Mais j'ai envoyé 3 candidatures pour des pistes prometteuses. Tu sais, intervint Amandine en faisant tourner son vin dans son verre, mon amie Jessica a perdu son emploi l'année dernière et a retrouvé du travail en 2 semaines. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire la difficile. Ma sœur travaillait comme hygiéniste dentaire, un poste qu'elle occupait depuis son IUT. Elle n'avait jamais connu l'incertitude professionnelle de sa vie. Je ne fais pas la difficile, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Les entreprises n'embauchent pas de directeur marketing en ce moment. Alors, fais autre chose, a interrompu mon père. Inutile de rester assise à toucher le chômage. Ces mots m'ont blessé. Je ne touchais pas le chômage. Je cherchais activement un emploi tous les jours. Je réseautais, mettais à jour mon CV, suivais des cours de certification supplémentaires. La conversation a dégénéré à partir de là. Peut-être que tu n'étais pas aussi doué à ton travail que tu le pensais, a suggéré Damien avec un haussement d'épaule. Les gens qui veulent travailler trouvent du travail, a ajouté Amandine. Quand j'ai avoué que j'étais inquiète pour le paiement de mon crédit immobilier du mois suivant, la réponse de mon père m'a anéanti. C'est ton problème, pas le nôtre, a-t-il dit sèchement en coupant son steak. Nous avons tous des factures. Je suis parti du dîner plus tôt ce soir-là, rentrant chez moi en larmes. Mais la véritable trahison était encore à venir. 2 jours plus tard, en parcourant Facebook, j'ai vu des photos qui m'ont coupé le souffle. Ma famille à la fête d'anniversaire de mon cousin Théo, un événement auquel je n'avais pas été invité. Il y avait des dizaines de photos. Mon père découpant la dinde.
Damien et sa femme jouant aux charades. Les enfants d'Amandine ouvrant leurs cadeaux. Ils riaient, célébraient, vivaient leur vie sans moi. En cherchant plus loin, j'ai trouvé d'autres preuves. Un voyage en famille sur la côte, un barbecue dans le jardin, des soirées cinéma. Chaque événement était une exclusion délibérée. Quand j'ai appelé mon père pour le confronter, sa réponse a été d'une désinvolture glaçante. Nous ne pensions pas que tu voudrais venir, vu ta situation, a-t-il dit. Et puis, la fête de Théo était dans ce nouveau restaurant en ville. Un endroit assez cher. Donc, vous avez pensé que je ne pouvais pas me payer un dîner, ai-je demandé, incrédule. Eh bien, le peux-tu? Tu viens de dire que tu ne peux pas payer ton crédit. La conversation s'est envenimée. Ma sœur a pris le téléphone, me disant qu'ils avaient honte de mon chômage. Damien a ajouté que la famille ne voulait pas gaspiller ses ressources pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se ressaisir. Mon père a porté le coup de grâce. Appelle-nous quand tu auras réglé ta vie, Juliette. Nous ne te porterons pas, la ligne a été coupée, et avec elle, ma relation avec les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Juste au moment où j'avais besoin d'eux, de leur soutien émotionnel, ne serait-ce que ça, ils m'avaient jugé indigne même de leur temps. Je ne savais pas alors qu'il faudrait 12 longues années avant que je ne les revoie, et que lorsqu'ils reviendraient enfin, ce ne serait pas avec des excuses, mais avec des exigences. Les 6 mois qui ont suivi le rejet de ma famille ont été les plus sombres de ma vie. Mes économies se sont évaporées rapidement entre les mensualités du crédit, les charges et le strict minimum pour les courses. J'ai vendu mes meubles pièce par pièce. D'abord le canapé de designer, puis l'ensemble de la chambre, et enfin même la table de la cuisine. Je vivais de nouilles instantanées et de beurre de cacahuètes, calculant chaque centime avec un désespoir croissant. Au 4e mois, je ne pouvais plus payer mon crédit. Au 5e mois, je vendais mes vêtements en dépôt-vente et j'avais résilié mon abonnement téléphonique. Au 6e mois, après le 3e avis d'expulsion, j'ai emballé le peu de biens qu'il me restait dans ma Renault Clio et j'ai quitté la maison que j'avais travaillé si dur à acheter. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans ma voiture, me garant sur différents parkings de Carrefour chaque nuit, utilisant les toilettes du magasin pour me laver chaque matin. Je postulais à des emplois depuis les ordinateurs de la bibliothèque, pour tout, des postes en marketing au travail en magasin en passant par la promenade de chiens. Rien ne s'est concrétisé. Mes références professionnelles provenaient d'une entreprise qui n'existait plus après une fusion. Ma période d'inactivité professionnelle s'allongeait. Mon apparence souffrait de cette vie précaire. Chaque entretien devenait plus difficile à obtenir et plus facile à rater. L'hiver du Massif central s'installait, apportant une pluie incessante qui tambourinait sur le toit de ma voiture chaque nuit alors que j'essayais de dormir sur le siège conducteur incliné, enveloppé dans le seul manteau que je n'avais pas vendu. Il me restait 73 € et quelques centimes quand mon téléphone prépayé a sonné, affichant un numéro inconnu. « Est-ce que je parle à Juliette Martin ?» a demandé la voix d'une femme âgée. « Oui » ai-je répondu, ma voix rauque par manque d'usage. « C'est Méline, une infirmière à la maison de retraite Les Chênes Dorées. Je vous appelle au sujet de votre grand-tante, Rose Lemoine. Elle demande à vous voir. » Grand-tante Rose. Je connaissais à peine cette femme. C'était la tante de ma mère, une parente lointaine qui envoyait des cartes de Noël, mais que je n'avais rencontrée que 2 fois à des funérailles. Elle vivait quelque part en Auvergne, je me suis souvenu. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, a continué Méline. Elle demande si vous pourriez lui rendre visite. J'ai regardé ma jauge d'essence, juste au-dessus du vide, et j'ai compté l'argent qu'il me restait. J'arrive, ai-je dit. Le voyage jusqu'à la petite ville de Villeneuve m'a coûté presque jusqu'à mon dernier euro. Quand je suis arrivé à la maison de retraite, la réceptionniste a jeté un regard sceptique sur mon apparence négligée avant de m'indiquer la chambre 217. Tante Rose était minuscule dans son lit d'hôpital. Ses cheveux blancs étaient étalés sur l'oreiller, sa peau translucide par l'âge et la maladie, mais ses yeux, d'un bleu vif comme ceux de ma mère, se sont illuminés quand je suis entré. « Juliette, dit-elle, tu as une mine affreuse. » J'ai ri pour la première fois depuis des mois, un son rouillé. « Ravi de te voir aussi, tante Rose. »« Assieds-toi, dit-elle en tapotant le lit. Et raconte-moi tout. »« La vérité, hein. Je suis trop vieille pour autre chose. » Alors je lui ai tout raconté, la perte de mon emploi, de ma maison, de ma dignité, l'abandon de ma famille. Pendant que je parlais, les larmes coulaient librement, libérant des mois de chagrin et de honte refoulée.
Quand j'ai eu fini, le visage de tante Rose était un nuage d'orage. Scandaleux, a-t-elle marmonné. Ta mère aurait honte d'eux. Pas de toi, ma petite. 2. Pendant les 3 semaines suivantes, je lui ai rendu visite quotidiennement. Les infirmières m'ont laissé utiliser la douche d'une chambre de résident inoccupée. Je dormais dans ma voiture sur le parking. Pendant la journée, je m'asseyais avec tante Rose, écoutant des histoires sur l'enfance de ma mère, sur la vie de Rose en tant qu'institutrice, sur son défunt mari, Franck, mort 20 ans plus tôt. Je n'ai jamais eu d'enfant, m'a-t-elle dit un après-midi. C'était mon seul regret. Franck en voulait, mais ce n'était pas dans les cartes pour nous. Elle m'a interrogé sur ma carrière, posant des questions étonnamment pertinentes sur les stratégies de marketing numérique. Elle me faisait lire les nouvelles et discuter de politique avec une vigueur inattendue. Malgré son corps défaillant, son esprit restait vif. Un soir, alors que je me préparais à partir, elle m'a attrapé le poignet avec une force surprenante. « Guillaume ne vient jamais », a-t-elle dit, en parlant de mon père. Aucun d'eux ne vient. Pas depuis des années. Ils sont occupés, ai-je offert faiblement, leur trouvant encore des excuses. Non, a-t-elle secoué la tête. Ils sont égoïstes. Ils l'ont toujours été. Ta mère était la bonne, comme toi. Je ne savais pas quoi répondre. Je sais ce qu'ils t'ont fait, a-t-elle continué. Te jeter quand les choses sont devenues difficiles. Ce n'est pas ça, la famille. 2 jours plus tard, tante Rose est tombée dans l'inconscience. Je lui tenais la main quand elle a rendu son dernier souffle le lendemain matin. J'ai pleuré non seulement pour sa disparition, mais aussi pour la gentillesse inattendue qu'elle m'avait montrée au moment où j'en avais le plus besoin. 3 jours après les modestes funérailles, auxquelles aucun membre de ma famille immédiate n'a assisté malgré mes appels pour les informer, j'étais assise dans le bureau de maître Grévin, l'avocat de tante Rose. Mademoiselle Martin, commença-t-il en ajustant ses lunettes. Votre tante a apporté quelques modifications à son testament peu avant son décès. Elle était saine d'esprit, je peux vous l'assurer. Il fit glisser un document sur le bureau. Elle vous a légué sa maison et le reste de ses économies. Ce n'est pas une fortune. Environ 48 000 € sur un compte d'investissement, mais la maison est entièrement payée. Pas de crédit. Je le regardais, incrédule. Il doit y avoir une erreur. Nous nous connaissions à peine. Pas d'erreur. Maître Grévin sourit doucement. Elle a été très claire. Elle a dit que vous étiez la seule à être venue quand elle a appelé. La seule vraie famille qui lui restait. J'ai quitté son bureau dans un état second, serrant les clés d'une maison que je n'avais jamais vue et les papiers d'un compte que je n'avais jamais espéré. En conduisant jusqu'à l'adresse indiquée, j'ai trouvé une modeste maison de style artisan à 2 chambres dans une rue calme bordée d'ormes. La peinture s'écaillait et le jardin était en friche, mais elle avait une bonne structure. Elle avait du potentiel, comme moi, peut-être. En déverrouillant la porte d'entrée et en entrant dans le silence poussiéreux, j'ai ressenti un mélange écrasant d'émotions. Le chagrin pour tante Rose, la gratitude pour sa générosité, et un étrange sentiment de détermination. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de nouveau une base, un endroit où me tenir, une chance de reconstruire. Je me suis assise sur le sol poussiéreux de ce qui allait devenir mon nouveau salon et je me suis permis de pleurer une dernière fois pour tout ce que j'avais perdu. Puis je me suis levé, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser l'air frais circuler dans la maison, et j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Tante Rose m'avait donné plus qu'une propriété. Elle m'avait donné une possibilité. Je n'allais pas la gâcher. 12 ans peuvent tout changer. Pour mon 35e anniversaire, j'avais transformé à la fois la maison de tante Rose et ma vie de manière presque méconnaissable. Les 6 premiers mois avaient été consacrés à la survie de base et à rendre la maison habitable. J'ai repeint chaque mur moi-même, poncé et reverni les parquets, et appris la plomberie de base grâce à des vidéos sur YouTube. Le petit héritage m'a permis de remplacer le vieux chauffe-eau et de réparer le toit qui fuyait. Chaque amélioration a été faite avec un budget serré, étirant chaque euro tout en reconstruisant simultanément ma vie professionnelle. Recommencer dans une petite ville sans relation a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Mon impressionnant CV d'entreprise ne signifiait pas grand-chose ici, et ma période d'inactivité soulevait des sourcils. J'ai commencé par offrir des consultations marketing gratuites aux entreprises locales. Déterminé à m'établir, mon premier client payant a été Bricolage Michel,
dont le propriétaire a tenté sa chance sur ma suggestion d'améliorer son classement dans les recherches locales et sa présence sur les réseaux sociaux. Lorsque son chiffre d'affaires a augmenté de 15% en 3 mois, le mot s'est répandu. Je travaillais depuis un bureau dans l'ancienne chambre de Rose, maintenant converti en bureau à domicile. Progressivement, ma liste de clients est passée de 1 à 5, puis à 12. J'ai nommé mon entreprise naissante, Marketing Phoenix, un rappel de ma propre renaissance de mes cendres. Ma voisine, Babette Dubois, est devenue ma première véritable amie à Villeneuve. À 78 ans, elle m'a d'abord apporté une tarte de bienvenue, puis est restée pour discuter pendant 3 heures. Bibliothécaire à la retraite sans enfant, Babette était vive d'esprit et bienveillante. Elle a commencé à m'inviter pour les dîners du dimanche, à me présenter à d'autres voisins, et m'a en quelque sorte adopté comme la petite fille qu'elle n'a jamais eue. « Tu prends racine ?» a-t-elle observé un soir alors que nous étions assis sur sa balancelle. C'est bien. Cette ville a besoin de sang neuf et de nouvelles idées. J'essaie, ai-je admis. Certains jours sont encore difficiles. Bien sûr qu'ils le sont, dit-elle en me tapotant la main. Tu as perdu ta famille 2 fois. Une fois quand ils t'ont abandonné, et une autre quand tu as finalement accepté qu'ils n'étaient pas ce que tu pensais. La perspicacité de Babette était d'une précision déconcertante. J'avais cessé d'essayer de contacter mon père, mon frère et ma sœur il y a des mois. Chaque appel et message sans réponse n'avait fait que rouvrir les blessures. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction de mon entreprise et sur le fait de faire de cette maison la mienne. C'est lors d'une rénovation de la cave que j'ai découvert la boîte. Je dégageais des décennies de bric-à-brac accumulées quand j'ai trouvé une boîte de classement en métal cachée derrière de vieilles décorations de Noël. Elle était verrouillée, mais la clé était collée sous le fond. Classique tante Rose, pratique jusqu'au bout. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés contenant des certificats de naissance, des polices d'assurance et des titres de propriété. Mais en dessous, j'ai trouvé un dossier simplement intitulé Guillaume. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une reconnaissance de dette datant de 20 ans, signée par mon père. Il avait emprunté 50 000 € à tante Rose, promettant de rembourser le prêt avec intérêt dans les 5 ans. Selon les archives méticuleuses de Rose, il n'avait jamais remboursé un centime. Une lettre que Rose avait écrite, mais apparemment jamais envoyée, y était jointe. Guillaume, cela fait 7 ans que je t'ai prêté de l'argent pour sauver ton entreprise. Tu avais promis de me rembourser en 5 ans. Je n'ai reçu aucun paiement et n'ai plus eu de tes nouvelles depuis que tu as encaissé le chèque. Ta sœur aurait honte. Je coupe tout contact jusqu'à ce que tu remplisses tes obligations envers moi. Rose Lemoine. J'étais assise sur le sol poussiéreux de la cave, abasourdie. Cela expliquait pourquoi mon père nous avait tenus à l'écart de tante Rose pendant des années, prétendant qu'elle était difficile et ne valait pas la peine qu'on s'en occupe. Il lui devait de l'argent qu'il n'avait jamais eu l'intention de rembourser. En fouillant plus profondément dans la boîte, j'ai trouvé d'autres révélations. Un paquet de lettres de ma mère à tante Rose, couvrant les années précédant sa maladie. Dans celle-ci, elle confiait ses inquiétudes concernant les décisions financières de mon père, sa nature contrôlante, ses fréquentes colères lorsqu'on le questionnait. Ma mère avait dépeint un mariage bien différent du partenariat heureux auquel j'avais cru enfant. Dans l'une des dernières lettres, datée d'1 an avant son diagnostic, ma mère écrivait « Rose, je m'inquiète de ce qui arrivera aux enfants s'il m'arrive quelque chose. Guillaume est bien intentionné, mais il les voit comme des extensions de lui-même. Juliette m'inquiète particulièrement. Elle est si désireuse de lui plaire, de gagner son approbation. J'ai peur qu'il la punisse un jour de devenir sa propre personne. » Les paroles de ma mère étaient prophétiques. Quand j'avais établi mon propre succès, construit une vie indépendante de l'influence de mon père, puis que je l'avais perdu, il m'avait en effet puni par le retrait de son amour et de son soutien. Le rejet ne concernait pas seulement mon chômage. C'était une question de contrôle. Ces révélations ont changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de ma famille. Ce que j'avais vécu n'était pas une anomalie déclenchée par la perte de mon emploi. C'était cohérent avec des schémas établis bien avant. Le traitement de tante Rose par mon père reflétait son traitement envers moi. Mes frères et sœurs avaient suivi son exemple. Alors que je remettais soigneusement les documents dans leur dossier, mon téléphone a sonné avec un message texte. Le nom sur l'écran m'a choqué. Amandine. Salut sœurette. J'ai entendu dire que tu vis dans l'ancienne maison de tante Rose. Elle est grande comment? Tu comptes la vendre?
Après 2 ans de silence, c'était sa première communication. Pas d'inquiétude pour mon bien-être, pas d'excuses, mais une question sur une propriété. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis assise sur ma galerie avec une tasse de thé, regardant les lucioles danser dans le jardin que j'avais restauré avec soin. Pour la première fois, je me sentais vraiment en paix avec la rupture de mes liens familiaux. Je construisais quelque chose de nouveau ici. Une entreprise, une maison, une vie selon mes propres termes. Ce que mon père, Damien et Amandine pensaient n'avait plus d'importance. Je n'étais plus la femme désespérée au cœur brisé vivant dans sa voiture. Je devenais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que parfois, la famille dans laquelle on n'est pas la famille dont on a besoin. Je ne savais pas encore que ma nouvelle paix serait de courte durée. Ma famille n'en avait pas encore fini avec moi. 5 ans après avoir hérité de la maison de Tante Rose, je reconnaissais à peine ma propre vie. Marketing Phoenix était passé d'une opération d'une seule femme gérée depuis une chambre d'amis à une véritable agence avec 7 employés et un bureau en centre-ville. Nous nous spécialisions dans l'aide aux petites entreprises pour concurrencer les chaînes nationales, en utilisant des stratégies numériques pour fidéliser la clientèle locale. La maison avait évolué en même temps que mon entreprise. Ce qui était autrefois une modeste maison avec de la peinture écaillée était maintenant une maison magnifiquement restaurée avec une galerie couverte et des jardins qui attiraient les compliments des passants. J'avais agrandi la cuisine, ajouté une véranda à l'arrière et transformé le grenier en un coin lecture confortable. Chaque recoin reflétait ma touche personnelle, bien loin de la maison stérile et parfaite des magazines que j'avais perdus des années auparavant. Mon cercle social s'était élargi au-delà de Babette pour inclure un groupe d'amis soudés, Sarah de la librairie locale, Michel et son mari David qui tenaient le café du centre-ville, et Patricia, une mère célibataire qui avait été ma 3e cliente et était maintenant mon associée. Nous avions des rotations de dîners hebdomadaires, des traditions de vacances et des blagues privées. Ce n'était pas la famille dans laquelle j'étais né, mais c'était une famille de choix qui s'est avérée plus fiable que le sang ne l'avait jamais été. Le mensuel des entreprises locales a présenté Marketing Phoenix dans son numéro de septembre, nous qualifiant d'histoire de réussite et de renaissance de Villeneuve. L'article détaillait notre croissance, nos stratégies innovantes et notre engagement à revitaliser les commerces du centre. Ma photo est apparue en page 3, me montrant à mon bureau, les manches retroussées, entouré de matériel de campagne pour notre nouveau client. Le magazine était en kiosque depuis exactement 2 jours lorsque l'email est arrivé. Juliette, ça fait trop longtemps. J'ai vu ton article. Félicitations pour le succès de ton entreprise. J'adorerais renouer le contact. Un café un de ces jours? Damien. Le message de mon frère est resté dans ma boîte de réception pendant 3 jours pendant que je débattais de l'opportunité de répondre. 7 ans de silence complet, et maintenant il voulait renouer le contact juste au moment où mon succès professionnel était publiquement reconnu. Le timing semblait au mieux suspect. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai accepté de rencontrer Damien au café du coin, le café de Michel et David, où j'aurais des visages amicaux à proximité si les choses tournaient mal. J'ai repéré mon frère immédiatement quand il est entré. À 41 ans, Damien paraissait plus vieux que son âge, plus mince que dans mon souvenir, avec de nouvelles rides autour des yeux et des fils d'argent dans ses cheveux sombres. Il portait une montre chère qui semblait en décalage avec son apparence autrement décontractée. « Juliette », sourit-il largement, les bras tendus pour une étreinte que je n'ai pas rendue. Son sourire vacilla alors qu'il baissait les bras. « Tu as l'air en pleine forme. »« Vraiment. »« Merci », ai-je répondu, en désignant une table dans le coin. On s'assoit. Damien a bavardé amicalement pendant 2 tasses de café, posant des questions sur mon entreprise, complimentant mon esprit d'entreprise et faisant des références désinvoltes à son propre travail avec notre père. Il a mentionné les enfants d'Amandine, maintenant adolescents, et son propre divorce récent. Des informations qui auraient pu m'importer des années auparavant, mais qui ressemblaient maintenant à des nouvelles de lointaines connaissances. Ce qu'il n'a pas fait, c'est s'excuser. Pas une seule fois il n'a reconnu m'avoir abandonné quand j'étais au plus bas, m'avoir complètement coupé de sa vie pendant 7 ans, ou les mots cruels prononcés lors de ce dernier dîner de famille. Au lieu de cela, il a bifurqué vers la vraie raison de sa soudaine réapparition. « Papa a pensé à toi », dit-il, en remuant un 3e sachet de sucre dans son café. « On fait tous un dîner de famille ce dimanche. » Amandine prépare ses lasagnes, comme au bon vieux temps. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé directement. 7 ans, Damien. 7 ans sans un appel, un texto ou une carte de Noël. Et maintenant,
Tout à coup, tout le monde pense à moi. Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. On a fait des erreurs. Papa traversait une période difficile à l'époque. Mais tu fais partie de la famille. Tu as toujours fait partie de la famille. Je ne faisais pas partie de la famille quand j'avais besoin d'aide, ai-je souligné. Je ne faisais pas partie de la famille quand je dormais dans ma voiture. Les sourcils de Damien se sont levés. Tu ne nous as jamais dit que c'était si grave. Tu n'as jamais demandé. Un silence s'installa entre nous. À travers la fenêtre du café, je pouvais voir la rue principale de Villeneuve, la quincaillerie où j'avais décroché mon premier client, le théâtre rénové où nous organisions des ateliers de marketing communautaire, le carrefour où se déroulait le festival annuel de la moisson. C'était ma communauté maintenant. Ces gens m'avaient accepté quand je n'avais rien à offrir que de la détermination. Comment vont les affaires de papa, ai-je demandé soudainement. L'expression de Damien vacilla un instant avant qu'il ne hausse les épaules. Comme tout le monde. L'économie est difficile. On s'en sort. Mais son ton trop désinvolte et la façon dont ses doigts tapaient nerveusement contre sa tasse racontaient une autre histoire. Ma carrière en marketing m'avait appris à lire les gens, à déceler le message non dit derrière les phrases toutes faites. Je vais réfléchir pour le dîner, ai-je finalement dit. Mais j'ai besoin de temps. Ne tarde pas trop. Damien se leva, laissant tomber un billet de 20 € sur la table, bien que notre café ait coûté moins de 10. La famille doit rester soudée, n'est-ce pas? Après son départ, David est venu s'asseoir en face de moi. Ça avait l'air intense. Ça va? J'ai hoché la tête lentement. C'était mon frère. Je ne l'ai pas vu depuis avant mon arrivée ici. Et à en juger par ton visage, tu n'es pas ravi de ces retrouvailles. Quelque chose ne va pas, ai-je admis. Il débarque de nulle part, agit comme si de rien n'était, puis m'invite à un dîner de famille. Ça n'a aucun sens. Plus tard dans la soirée, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire immédiatement. J'ai cherché Construction Martin en ligne. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes soupçons. Le site web de l'entreprise était obsolète, avec des liens brisés et des services encore tarifés au prix de 2019. Leurs réseaux sociaux n'avaient pas été mis à jour depuis des mois. Un site d'avis d'entreprise montrait des notes en baisse et des plaintes de clients concernant des projets inachevés. Plus révélateur encore étaient 3 avis légaux dans les registres publics du département, 2 privilèges de fournisseurs et un procès en cours d'un ancien client pour rupture de contrat. L'entreprise de mon père était en train de sombrer, probablement en route vers la faillite. J'ai fermé mon ordinateur portable et appelé Babette. Peux-tu passer? J'ai besoin de parler de quelque chose. 20 minutes plus tard, nous étions assises sur ma balancelle, des verres de thé glacé à la main, alors que je racontais la visite de Damien et mes recherches ultérieures. Tu penses qu'ils veulent de l'argent, a déclaré Babette sans détour. Ce n'était pas une question. Je pense qu'ils ont vu cet article de magazine et se sont dit que je pouvais les renflouer, ai-je convenu. Pourquoi briser le silence maintenant, sinon? La question est, Babette me fixa avec son regard de bibliothécaire, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réfléchi attentivement à la question. Une partie de moi, une petite partie blessée, aspirait encore à la réconciliation, à la famille en laquelle j'avais autrefois cru. Mais la partie plus forte, le moi que j'avais construit à travers les épreuves et la détermination, reconnaissait le danger d'ouvrir cette porte. Rien, ai-je finalement décidé. Je ne vais rien faire. S'ils veulent faire amende honorable, cela commence par reconnaître ce qu'ils ont fait, pas en prétendant que cela ne s'est jamais produit. J'ai décliné l'invitation à dîner par SMS. Damien a répondu par une série de messages, chacun plus insistant que le précédent, culminant avec un qui m'a glacé le sang. Papa dit, tu dois ça à la famille. N'oublie pas qui t'a élevé. Je m'en souvenais, bien sûr. Je me souvenais aussi de qui n'avait pas été là quand j'en avais vraiment besoin. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'apparition de Damien n'était que le premier coup d'un jeu calculé, un jeu où ma maison et ma sécurité durement acquises étaient les prix ultimes. Si j'avais compris ce qui allait arriver, je me serais peut-être préparé différemment. Mais certaines trahisons sont si profondes qu'elles dépassent même nos plus sombres attentes. Le bureau du détective privé était situé au-dessus du seul pressing de la ville, accessible par un escalier étroit qui grinçait à chaque pas. Tania Rousseau m'avait été chaudement recommandée par Michel, qui avait utilisé ses services lors d'une procédure d'adoption compliquée. Elle est discrète, minutieuse et ne juge pas, m'avait-il assuré.
S'il se passe quelque chose avec ta famille, elle le découvrira. Après les messages de plus en plus insistants de Damien et 2 appels anonymes qui, selon l'identification de l'appelant, provenaient de mon père, j'ai décidé qu'une aide professionnelle était justifiée. Mon instinct me hurlait que quelque chose de plus qu'une simple tentative de retrouvailles était en cours. Tania était une femme compacte aux cheveux striés d'argent et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle a pris des notes pendant que j'expliquais la situation, mon histoire avec ma famille, leur réapparition soudaine et mes soupçons sur leur motivation. Donc, ils vous ont complètement coupé de leur vie quand vous avez perdu votre emploi, a-t-elle résumé. Puis ils vous ont ignoré pendant 7 ans jusqu'à ce qu'ils voient que vous aviez de nouveau du succès. Maintenant, votre frère pousse à la réconciliation alors que leur entreprise est en train de faire faillite. C'est à peu près ça, ai-je confirmé. Je veux juste savoir à quoi j'ai affaire avant de décider comment réagir. Malin, a-t-elle hoché la tête. Les gens montrent leurs vraies intentions par leurs actions, pas par leurs paroles. Donnez-moi une semaine. Fidèle à sa parole, Tania a appelé exactement 7 jours plus tard. Nous devons nous voir. Mon bureau. 16 heures. Quand je suis arrivé, elle avait un dossier qui m'attendait. Vous devriez peut-être vous asseoir pour ça, a-t-elle conseillé en le faisant glisser sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des preuves plus accablantes que je ne l'avais prévu. D'abord, des documents financiers montrant que Construction Martin était effectivement au bord de la faillite. Mon père avait contracté une 2e et une 3e hypothèque sur sa maison. Damien avait maximisé plusieurs cartes de crédit. Il y avait des reçus de jeux de casino dans 3 départements différents, tous au nom de mon père. Votre père a un sérieux problème de jeu, a expliqué Tania. Ça a commencé il y a environ 3 ans, selon mes sources. Il a utilisé les fonds de l'entreprise pour couvrir ses pertes personnelles. Mais les problèmes financiers n'étaient que le début. Tania avait découvert des emails entre mon père, Damien et Amandine qui parlaient de moi, et plus précisément, de ma propriété en termes calculateurs. Un email de mon père à mes frères et sœurs disait « Juliette a cette maison libre de toute dette ». Les prix de l'immobilier dans ce secteur ont triplé depuis que Rose l'a acheté. Si on peut la convaincre de la transférer à la fiducie familiale que je suis en train de créer, on pourrait l'utiliser comme levier pour sauver l'entreprise. Un autre d'Amandine suggérait « Il faut jouer la carte de la famille à fond ». Elle a toujours été la sentimentale. Damien, tu y vas en premier, vu que tu étais le plus proche d'elle. Papa, tu devrais attendre qu'elle soit attendrie. Le plus troublant était un projet de document que mon père avait préparé, un accord de transfert de propriété qui mettrait ma maison dans une fiducie familiale contrôlée par lui en tant que fiduciaire, avec des clauses qui lui donneraient essentiellement un contrôle total sur la décision de la vendre ou non. Il y a plus, a dit Tania d'un ton sombre. Votre sœur Amandine a déjà approché le promoteur Imo Avenir au sujet de votre propriété. Ils sont intéressés par tout le pâté de maisons pour un nouveau projet de condominium de luxe. Elle s'est présentée comme copropriétaire. Elle a fait quoi? J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est encore pire. J'ai trouvé des publications sur la page Facebook de votre père, visibles uniquement par la famille élargie, affirmant que vous les aviez abandonnés il y a des années lorsque son entreprise a connu des difficultés. Il s'est présenté comme la partie lésée, et vous comme la fille ingrate. Le dernier document du dossier était le projet d'une lettre juridique contestant le testament de tante Rose, affirmant qu'elle n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle m'a légué sa propriété et suggérant une influence indue de ma part. Ils n'ont pas encore déposé ça, a précisé Tania, mais ils ont consulté un avocat sur cette possibilité. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, essayant de mesurer l'ampleur de la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'une tentative désespérée de sauver une entreprise en faillite. C'était une campagne coordonnée pour me manipuler, pour voler ce que j'avais construit, pour réécrire l'histoire elle-même. Que dois-je faire, ai-je finalement demandé. Premièrement, sécuriser votre propriété légalement, a conseillé Tania. Voyez un bon avocat spécialisé en succession. Deuxièmement, documentez tout, chaque contact, chaque message. Troisièmement, n'interagissez pas avec eux sans témoin. J'ai suivi ses conseils. J'ai rencontré maître Caroline Verdier, l'avocate en succession la plus respectée du département. Elle a examiné le testament de tante Rose, l'acte de propriété et les preuves que Tania avait recueillies. Le testament de votre tante est inattaquable, m'a-t-elle assuré. Elle avait passé une évaluation médicale juste avant de faire les changements, spécifiquement pour prévenir ce genre de contestation. Quant au projet de votre famille, ce qu'il tente frôle l'escroquerie.
Caroline m'a aidé à créer ma propre fiducie irrévocable, plaçant la maison et les actifs de l'entreprise sous sa protection. Elle a également rédigé des lettres de mise en demeure à IMO Avenir, les informant qu'Amandine n'avait aucun intérêt légal dans ma propriété. Soyez prête, m'a averti Caroline en quittant son bureau. Les gens qui se sentent en droit de posséder ce que vous avez abandonnent rarement facilement. Ils pourraient intensifier leurs actions lorsque leur plan initial échouera. Sa prédiction s'est avérée exacte plus tôt que je ne l'avais prévu. Ce week-end-là, une lettre recommandée est arrivée des services juridiques Martin, un cabinet dont je n'avais jamais entendu parler. À l'intérieur se trouvait une demande formelle de restitution des biens familiaux obtenus à tort de Tante Rose, accompagnée de vagues menaces d'action en justice. Une recherche rapide a révélé que les services juridiques Martin n'étaient pas du tout un cabinet d'avocats, juste un papier à en-tête que mon père avait créé pour m'intimider. La lettre n'avait aucune valeur juridique, mais son intention était claire. Il n'allait pas reculer. Avec les conseils de Tania et de Caroline, j'ai mis en place un plan de protection. J'ai installé des caméras de sécurité autour de ma propriété. J'ai informé mes employés et mes amis proches de la situation, leur demandant de signaler tout contact de la part des membres de ma famille. J'ai consigné chaque appel, texto et lettre dans un journal détaillé. Ce à quoi je ne pouvais pas me préparer, c'était le bilan émotionnel. Chaque nouvelle découverte était comme rouvrir une blessure que je pensais guérie. La famille que j'avais autrefois aimée, dont j'avais pleuré la perte, ne m'avait pas seulement abandonné. Ils complotaient activement contre moi. La nature calculée de leurs actions suggérait qu'ils ne m'avaient jamais vraiment considéré comme autre chose qu'une ressource à utiliser. Un soir, alors que Babette et moi trions d'autres documents fournis par Tania, ma vieille amie a posé ses lunettes de lecture avec un soupir. « Tu sais ce qui me brise le cœur dans tout ça ?» a-t-elle demandé. « Ils n'ont aucune idée de qui tu es devenu. Ils voient ton succès, ta propriété, ce qu'ils peuvent te prendre, mais ils ne te voient pas, toi, à quel point tu as travaillé dur, à quel point tu as grandi, combien de personnes tu as aidé dans cette ville. Ils ne méritent pas de t'appeler leur famille. » Ces paroles ont cristallisé quelque chose que je ressentais mais que je n'arrivais pas à articuler. Il ne s'agissait pas seulement de protéger mes biens. Il s'agissait de défendre la vie que j'avais bâtie, la personne que j'étais devenue malgré, ou peut-être à cause de, leur rejet. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes, pas les leurs. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, ils sont arrivés sur le pas de ma porte sans prévenir. Mon père, Damien, Amandine, et un homme en costume tenant une mallette. La confrontation à laquelle je me préparais était enfin arrivée. La sonnette a retenti à 18h30 précise un mardi soir. J'étais dans mon bureau à domicile en train de finaliser une proposition pour un client lorsque l'alerte de la caméra de sécurité a retenti sur mon téléphone. La vue d'eux sur mon Porsche, Guillaume, Damien, Amandine, et un inconnu en costume, a fait monter une décharge d'adrénaline dans mes veines. Un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Puis je me suis souvenu du conseil de Caroline, contrôlez le récit. Ne leur laissez pas penser qu'ils vous ont intimidé. J'ai lissé ma blouse, pris une profonde inspiration et ouvert la porte. Juliette, mon père s'est avancé sans attendre d'invitation. À 68 ans, il était toujours grand et imposant, bien que ses cheveux autrefois sombres soient devenus complètement argentés. Il est temps que nous parlions. Je ne me souviens pas de vous avoir invité, ai-je répondu d'un ton égal, bloquant l'entrée. Et je suis en plein travail. Le travail peut attendre, a-t-il balayé d'un revers de main avec le même ton autoritaire qu'il avait utilisé pendant toute mon enfance. Les affaires de famille, non. Damien et Amandine le flanquaient comme des lieutenants. Ma sœur semblait mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre, tandis que Damien maintenait une expression de sollicitude étudiée. L'inconnu restait en retrait, serrant une mallette en cuir. « Voici Graham Lawson », a dit mon père en désignant l'homme. Il est d'IMO Avenir. Nous avons une proposition qui profite à tout le monde. L'audace était à couper le souffle. Ils n'avaient même pas pris la peine de faire semblant ou d'échanger des politesses, se lançant directement dans leur plan. Contre mon meilleur jugement, je les ai laissés entrer. Mieux valait affronter cela directement que de laisser la situation s'envenimer. Alors qu'ils passaient devant moi pour entrer dans le salon, leur réaction à ma maison rénovée était impossible à manquer. Les sourcils de Damien se sont levés devant les bibliothèques sur mesure qui bordaient les murs. Amandine a passé ses doigts sur les comptoirs en marbre visibles depuis l'entrée. Le regard de mon père a balayé l'espace, calculant, évaluant. «
Tu t'es fait un joli petit nid, a-t-il fait remarquer, le compliment étant sapé par son ton suggérant la surprise que je sois capable d'un tel accomplissement. Merci, ai-je dit, restant debout pendant qu'il s'installait sans y être invité sur mes meubles. Maintenant, qu'est-ce qui est si urgent que cela nécessite une embuscade? Graham s'est éclairci la gorge en ouvrant sa mallette. Mademoiselle Martin, Imo Avenir est prêt à faire une offre très généreuse pour cette propriété. Nous développons tout le pâté de maisons en condominium de luxe, et votre parcelle est essentielle à nos plans. Je ne vends pas, ai-je déclaré fermement. Et je crois que votre entreprise a déjà reçu une notification de mon avocate indiquant que ma sœur n'a aucune autorité pour négocier en mon nom. Amandine a eu la décence de rougir. Graham semblait mal à l'aise. C'est là que tu te trompes, a interjeté mon père. Ce n'est pas seulement ta propriété à vendre ou à garder. Cette maison appartenait à une Lemoine, pas à une Martin. C'est un bien de famille. Tante Rose me l'a laissé spécifiquement, ai-je contré. Son testament était très clair. Elle n'avait pas toute sa tête, a sauté Damien. Papa lui a rendu visite à la maison de retraite. Elle était confuse, savait à peine qui il était. Ce mensonge flagrant a fait bouillir mon sang. C'est intéressant, étant donné qu'elle m'a dit que papa n'était pas venu depuis des années. Et l'évaluation médicale effectuée le jour où elle a mis à jour son testament confirme qu'elle était parfaitement compétente. L'expression de mon père s'est assombrie. Nous ne sommes pas ici pour débattre de l'état mental de Rose. Nous sommes ici pour résoudre cette situation en famille. En famille, ai-je répété, incrédule. Comme vous avez résolu les choses quand j'ai perdu mon emploi et que vous m'avez dit que mes problèmes n'étaient pas les vôtres? Quand vous m'avez exclu de toutes les réunions, quand vous m'avez complètement coupé de votre vie pendant 7 ans? C'est de l'histoire ancienne, a balayé mon père d'un geste dédaigneux. Tout le monde traverse des moments difficiles. Des moments difficiles? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai vécu dans ma voiture. J'ai tout perdu. Pas un seul d'entre vous n'a même vérifié si j'étais en vie. Et regarde-toi maintenant, a interjeté Amandine, en faisant un geste vers la pièce. De toute évidence, tu n'avais pas besoin de notre aide. Tu t'en sors mieux que nous tous. Ces mots étaient destinés à balayer ma souffrance, mais ils ont involontairement mis en évidence la vérité. J'avais reconstruit sans eux. J'avais réussi malgré leur abandon, pas grâce à lui. Graham, de plus en plus mal à l'aise avec ce drame familial, a tenté de rediriger la conversation. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur l'offre. Imo Avenir est prêt à payer 850 000 € pour la propriété, bien au-dessus de la valeur du marché. Le chiffre m'a momentanément stupéfaite. Quand tante Rose avait acheté la maison des décennies auparavant, elle avait peut-être coûté 70 000 €. Même avec les rénovations et la hausse des prix de l'immobilier, je n'avais pas réalisé que sa valeur avait augmenté si considérablement. Avant que je puisse répondre, mon père s'est penché en avant. Nous avons déjà signé des documents préliminaires avec Imo Avenir, Juliette. Ils ont versé un acompte non remboursable sur la base de notre assurance que la famille livrerait cette propriété. Vous avez fait quoi? Je l'ai regardé, incrédule. Nous avons signé en tant que fiducie familiale Lemoine, a expliqué Damien, comme si cela clarifiait tout. Papa est le fiduciaire représentant les intérêts de la famille élargie. Une fiducie qui n'inclut pas cette propriété, ai-je souligné. Vous avez commis une fraude. Seulement si tu refuses de coopérer. La voix de mon père a pris un ton menaçant. Cède la propriété à la fiducie. Prends une part équitable des bénéfices et tout le monde y gagne. Si tu nous combats, nous contesterons le testament de Rose. Ce sera laid, public et coûteux. La manipulation calculée était stupéfiante. D'abord l'appel émotionnel à la famille, puis les menaces légales, maintenant l'intimidation financière. Ils avaient planifié cela méticuleusement, comptant soit sur ma sentimentalité, soit sur ma peur pour leur donner ce qu'ils voulaient. Pourquoi, ai-je demandé, en les regardant chacun leur tour. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, qu'est-ce qui a changé? Le silence momentané a été rompu par le regard involontaire d'Amandine vers notre père, un indice qui a confirmé ce que je soupçonnais déjà. L'entreprise est en train de couler, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Et papa a besoin d'argent. Le visage de mon père s'est empourpré de colère. Construction Martin a traversé de pires tempêtes. Il s'agit de l'héritage familial, de faire ce qui est juste.
Est-ce juste de dilapider les fonds de ton entreprise au jeu, ai-je demandé doucement. Son expression est passée de la colère au choc. Damien et Amandine ont échangé des regards alarmés. Oui, je suis au courant pour les casinos, ai-je continué. La dette de carte de crédit, la deuxième et la troisième hypothèque. Je sais tout. Tu nous as fait espionner? Damien semblait outré, comme si c'était moi qui franchissais les limites. Après 7 ans de silence, mon frère apparaît soudainement lorsque mon entreprise est présentée dans un magazine. Puis il commence à insister pour des réunions de famille tout en posant des questions pointues sur ma propriété. Oui, je vous ai fait faire des recherches. Et heureusement que je l'ai fait. Le choc de mon père s'est transformé en une fureur froide. Tu as toujours cru être plus intelligente que tout le monde. Tu as toujours voulu faire les choses à ta façon. Eh bien, voici quelque chose que tes recherches ont peut-être manqué. C'est moi qui t'ai élevé. J'ai mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. Tu me dois ça. Le sentiment de droit dans sa voix était stupéfiant. Je te dois quelque chose pour avoir rempli le devoir de base d'un parent? Cette dette a été payée quand j'ai obtenu mon diplôme, construit une carrière et ne t'ai jamais demandé un centime, même quand j'étais sans abri. On s'écarte du sujet, interrompit nerveusement Graham. L'offre d'IMO à venir est limitée dans le temps. Nous avons besoin d'une réponse dans les 48 heures. La réponse est non, ai-je déclaré fermement. Je ne vends pas et je ne cède rien à une quelconque fiducie. C'est ma maison, légalement et moralement. Mon père s'est levé brusquement, me dominant de sa hauteur. Ce n'est pas fini. Nous contesterons le testament. Nous intenterons un procès pour notre part. Tu penses que tu peux tenir tête à toute la famille? Quelle famille, ai-je demandé doucement. Les personnes qui auraient dû être ma famille m'ont abandonné quand j'en avais le plus besoin. La personne qui s'est comportée comme une vraie famille était Tante Rose, une femme que je connaissais à peine et qui m'a montré plus de compassion en 3 semaines que vous ne l'avez fait de toute ma vie. On a fini ici, a grogné mon père. Graham, allons-y, mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est retourné avec une dernière menace. Nous reviendrons avec des avocats. Profite de cette maison tant que tu le peux. Quand nous en aurons fini, tu n'auras plus rien, comme tu le méritais il y a 7 ans. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé et reformé. Le dernier espoir persistant qu'une réconciliation puisse être possible, qu'il y ait quelque chose à sauver dans ces relations, s'est évaporé. Sortez, ai-je dit calmement en attrapant mon téléphone. Sortez maintenant, ou j'appelle le 17 pour signaler une violation de domicile. Tu n'oserais pas, haleta Amandine. Nous sommes ta famille. Je n'ai pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, j'ai composé les 2 chiffres et mis le téléphone à mon oreille, mon regard fixé sur celui de mon père. Son visage s'est tordu de rage. Espèce de petite ingrate. Gendarmerie nationale, j'écoute? La voix du standardiste est parvenue clairement dans le silence soudain. Je dois signaler une violation de domicile, des personnes qui refusent de quitter ma propriété et me menacent, ai-je dit calmement en donnant mon adresse. Veuillez envoyer des agents immédiatement. Ils ont fui avant l'arrivée de la première voiture de patrouille, mais pas avant les derniers mots de mon père, ce n'est pas fini. Loin de là. En les regardant s'éloigner depuis la fenêtre de mon salon, j'ai réalisé qu'il avait raison sur un point. Ce n'était pas fini. Mais pour la première fois, j'étais pleinement préparé à tout ce qui allait suivre. Ils avaient montré leur vrai visage, non pas une, mais 2 fois. Il n'y aurait pas de 3e occasion. L'agent qui est intervenu a pris ma déposition, a consigné leurs menaces et m'a conseillé sur l'obtention d'une ordonnance restrictive. En partant, il s'est arrêté à la porte. Les conflits familiaux sont les pires, a-t-il dit avec sympathie. Mais pour ce que ça vaut, vous avez bien fait. Certaines personnes prendront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, si vous les laissez faire. Je l'ai remercié, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, laissant enfin les larmes couler. Pas des larmes de regret ou de perte, mais de libération. J'avais affronté ma plus grande peur, j'avais confronté ma famille et j'avais survécu. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes, pas les leurs. Je ne savais pas encore que leur tentative désespérée se retournerait contre eux de manière si spectaculaire, apportant une résolution que je n'aurais jamais pu anticiper. Les suites de cette confrontation se sont déroulées plus rapidement que je n'aurais pu l'imaginer. En 24 heures, j'avais déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence contre les 3 membres de ma famille,
utilisant les enregistrements des caméras de sécurité de leurs menaces comme preuve. Le juge Herman l'a accordé immédiatement, citant leur schéma de harcèlement croissant et leur tentative de coercition. Caroline, mon avocate, a agi rapidement pour contrer leur manœuvre juridique avant même qu'elle ne puisse commencer. Elle a envoyé des avis formels à tous les cabinets d'avocats dans un rayon de 150 km, détaillant la représentation frauduleuse de ma famille auprès d'Imo Avenir et leur tentative de vendre un bien qui ne leur appartenait pas. C'est une petite communauté juridique, a-t-elle expliqué. Une fois que le mot se répandra qu'ils ont menti sur la propriété à un grand promoteur, aucun avocat respectable ne touchera leur dossier. Imo Avenir, en recevant les documents prouvant ma propriété exclusive et la nature frauduleuse des affirmations de ma famille, a non seulement retiré son offre, mais a également intenté un procès contre Guillaume, Damien et Amandine pour fausses déclarations et dommages liés à leur acompte non remboursable. Ils avaient bâti tout leur plan de sauvetage financier sur la vente de votre maison, a rapporté Tania après une autre série d'enquêtes. Sans cela, Construction Martin déposera probablement le bilan dans les 60 jours. Le développement le plus inattendu est venu de mon cousin Théo, qui a appelé de nulle part un mardi matin. Juliette, c'est Théo. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais nous sommes cousins du côté de ton père. Je me souviens de toi, ai-je dit prudemment. Ça fait longtemps. Écoute, j'ai entendu ce que l'oncle Guillaume a essayé de faire avec ta maison. C'est le sujet de conversation de toute la famille. Je voulais juste que tu saches que nous ne sommes pas tous d'accord avec lui. L'appel de Théo a ouvert les vannes. Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu des messages de 3 autres cousins, d'une tante du côté de mon père et du frère de ma mère, que je n'avais pas vus depuis ses funérailles. Chacun exprimait des sentiments similaires. Ils avaient cru la version des faits de mon père pendant des années, mais ses actions récentes avaient soulevé des questions. Ils avaient entendu parler de mon succès à Villeneuve, de mon engagement communautaire, de mes réalisations professionnelles. Ta mère serait fière de toi, m'a dit mon oncle lors de notre appel. Elle a toujours dit que tu avais le compas moral le plus solide de toute la famille. Leur soutien était inattendu et réparateur, mais j'ai maintenu des limites prudentes. Des années d'abandon ne pouvaient être effacées par une reconnaissance tardive, aussi bienvenue soit-elle. Le coup de grâce au plan de mon père est venu lorsque son problème de jeu est devenu public. Un journal local a publié un article sur les difficultés financières de Construction Martin, incluant des allégations d'anciens employés sur des fonds détournés et les fréquentes absences inexpliquées de Guillaume pour se rendre dans des casinos des départements voisins. 2 semaines après leur visite surprise chez moi, j'ai reçu une notification indiquant que le procès d'Imo Avenir avait été réglé à l'amiable. Mon père avait accepté la responsabilité personnelle pour l'acompte de l'entreprise, ce qui a encore plus paralysé ses finances. Construction Martin a déposé le bilan le lendemain. Damien a appelé une fois pendant cette période, la voix tendue et désespérée. Ça détruit papa, a-t-il dit. L'entreprise était tout pour lui. Il l'a détruite lui-même, ai-je répondu calmement, puis il a essayé de prendre ce que j'ai construit pour couvrir ses erreurs. C'était ses choix, Damien, pas les miens. Nous sommes toujours une famille, a-t-il protesté faiblement. Non, les jeux corrigés doucement. Nous sommes des parents. La famille se soutient dans les moments difficiles. La famille n'apparaît pas seulement quand elle veut quelque chose. Vous m'avez appris cette distinction très clairement il y a 7 ans. Après cela, le silence. Plus de menaces, plus de demandes, plus de prétentions de réconciliation. L'ordonnance restrictive les empêchait d'approcher ma maison ou mon entreprise. Leurs options légales s'étaient évaporées. L'histoire qu'ils avaient construite de la fille ingrate qui avait abandonné la famille s'était effondrée face aux faits documentés et à leur propre cupidité transparente. Dans les mois qui ont suivi, j'ai canalisé mon énergie dans des directions positives. La clarté émotionnelle qui a découlé de la confrontation finale avec ma famille biologique a libéré quelque chose en moi. J'ai développé Marketing Phoenix, embauchant 3 employés supplémentaires et ouvrant un 2e bureau dans la ville voisine. Mais plus important encore, j'ai trouvé des moyens de transformer mon expérience douloureuse en aide pour les autres. Je me suis associé au refuge local pour femmes pour créer un programme d'éducation financière pour les survivantes de violences domestiques. Beaucoup reconstruisaient leur vie à partir de zéro, tout comme je l'avais fait. J'ai créé la bourse d'études Seconde Chance Rose Lemoine à l'IUT, fournissant des fonds aux femmes qui reprenaient leurs études après des revers personnels ou financiers. La première bénéficiaire était une ancienne gérante de restaurant de 42 ans qui avait tout perdu dans un divorce et se reconvertissait en assistante juridique. Babette a suggéré que nous lancions un groupe de dîner mensuel pour les personnes sans famille,
qui a rapidement évolué pour devenir le rassemblement du dimanche, un repas partagé tournant qui est devenu une bouée de sauvetage pour beaucoup dans notre communauté qui manquait de soutien familial traditionnel. Ce qui a commencé avec 5 personnes autour de ma table à manger est passé à plus de 30 habitués se réunissant dans différentes maisons chaque semaine. Au premier anniversaire de la confrontation, j'ai reçu une enveloppe non timbrée par la poste. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal sur mon programme de bourse avec un post-it jaune attaché qui disait simplement « Ta mère serait fière ». Moi aussi. Rose. L'écriture n'était pas celle de tante Rose, bien sûr. Elle était partie depuis des années. Mais quelqu'un, peut-être l'un de mes cousins, ou même Amandine, dans un rare moment de lucidité, avait choisi de reconnaître le chemin que j'avais emprunté. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne devraient pas être reconstruits. Mais j'ai gardé la note dans le tiroir de mon bureau comme un rappel que la croissance peut venir du sol le plus aride, que la force émerge souvent de nos blessures les plus profondes. Pour ce Noël, ma maison débordera de ma famille choisie. Babette, maintenant âgée de 85 ans et toujours aussi vive. Mes employés et leurs familles. Des voisins devenus des amis. Des clients devenus des confidents. Les lauréats de la bourse qui encadrent maintenant d'autres personnes se rassembleront autour de tables rapprochées dans le salon rénové, partageant des plats, des histoires et des rires. S'il y a une chaise vide où ma famille biologique aurait pu s'asseoir, elle ne me fait plus souffrir par son absence. Au contraire, elle représente un choix, mon choix, de remplir ma vie de personnes qui démontrent l'amour par des actions, pas simplement par des liens de sang ou des apparitions opportunes. Le vrai sens de la famille ne se trouve pas dans l'ADN partagé ou les noms de famille. Il se construit par une présence constante, en étant là dans la célébration comme dans la crise, par des actions qui disent tu comptes même lorsque les mots manquent. Parfois, les familles les plus aimantes sont celles que nous créons après avoir appris ce que la famille ne devrait pas être. Mon parcours du succès en entreprise à la précarité des sans-abri, puis à une prospérité reconstruite, m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire ou en valeur immobilière. Elle se compte en nombre de personnes qui se tiennent à vos côtés lorsque vous n'avez rien de matériel à offrir. Elle est valorisée par l'authenticité, par des relations bâties sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'avantage. Il y a 12 ans, j'ai perdu une famille qui a prouvé qu'elle n'avait jamais vraiment mérité ce titre. Mais dans cette perte, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la force de construire une vie selon mes propres termes, la sagesse de reconnaître une connexion authentique, et le courage de tenir bon face à ceux qui voudraient prendre ce que j'ai bâti par la détermination et le travail acharné. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est la permission de nous défaire des relations toxiques, même lorsqu'elles se présentent sous l'emballage de la famille. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus courageux est de composer ces 2 chiffres, 17, et de dire non à ceux qui nous diminueraient pour leur propre profit.